Très franchement, est-ce qu'on peut croire à ce qu'on appelle un miracle, disons un exploit de la part de vos joueurs? Nous sommes le 24 avril 1985. Le Parc Lescure de Bordeaux accueille plus de 40 000 spectateurs, un record absolu, pour cette demi-finale de Coupe d'Europe entre les Girondins et la Juventus. Lors du match aller en Italie, la vieille dame a complètement marché sur les coéquipiers d'Alain Giresse. Victoire 3-0 pour la bande de Platini, la marche était peut-être un petit peu haute. Même si l'arbitrage est remis en cause par certains Bordelais, seul un exploit pourra sauver Bordeaux d'une élimination en demi-finale. Donc c'est la fête du football ce soir. Incontestablement pour nous Bordeaux ici. Mais pour tout le monde je crois. Merci. Merci. Les Girondins se mettent en mission. Alain Giresse, le capitaine et meneur de jeu, sort son costume favori, celui de l'organisateur. Bordeaux asphyxie complètement les Turinois. L'attaquant Dieter Müller ouvre le score après une magnifique combinaison entre Giresse, Tigana et Lacombe. Bordeaux espère, la frappe de Battiston va réveiller toute la région. Tir de Battiston. Oh le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Il touche le poteau. À la 80e minute, Bordeaux mène 2-0 et se rapproche d'un exploit, porté par un petit numéro 10 qui vole complètement la vedette à son homologue d'un soir. Les Girondins échouent à quelques centimètres d'un exploit historique. Bordeaux a surdominé la grande Juventus avec son plus beau capitaine aux commandes du navire. Tu peux me dire que tu as quand même eu un petit peu peur? Parce que à l'époque, il disait « mais t'as eu peur ?» Non, pas eu peur. Il dit, là il m'a avoué, il me dit « oui, un petit peu peur ». Ça m'a fait un petit peu peur ce second but. Et en parlant de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions justement, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Betclic, l'application numéro 1 pour suivre et pour parier sur toutes les compétitions de football. Bordeaux a failli le faire en 85, le PSG va tenter de réaliser l'exploit samedi soir contre l'Inter, avec de belles petites cotes proposées sur l'application. Les Parisiens sont plutôt favoris sur le match, donc je partirai bien sur un petit combo Dembélé buteur, PSG vainqueur, coté à 3,80. Évidemment, pour mes camarades interistes, je sais qu'il y en a beaucoup en plus, je ne vous ai pas oublié. Je partirai bien sur un petit Lautaro Martinez buteur en première mi-temps, comme contre le Barça et le Bayern, coté à 4,90. Sur l'application Betclic, vous avez du tennis avec Roland Garros, la Formule 1, la Ligue des Nations avec le retour de l'équipe de France. Bref, vous avez plein d'options disponibles. Mais avant de vous parler de l'offre de bienvenue, j'insiste sur le fait que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et qu'ils présentent de vrais risques. Pariez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, gardez le contrôle, c'est super important. J'insiste vraiment sur ce point-là car la pratique reste dangereuse. Pour ceux qui veulent parier sur la Ligue des Champions et bien plus que ça, allez faire un tour sur Betclic avec une très belle offre de bienvenue. Grâce au code compte de foot, vous avez jusque 100 € de paris remboursés en freebet, c'est-à-dire en crédit de jeu non retirable. Merci à Betclic de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous, on repart dès maintenant dans le département numéro 33. Le Léo Messi français, je vous l'accorde, c'est peut-être un petit peu too much. Est-ce que j'aurais un poil exagéré dans le nom de cette vidéo? C'est possible et en même temps, quand tu regardes certains buts d'Alain Giresse, il y a quelques similitudes avec l'Argentin. Avec les images inversées, le pied droit qui devient le pied gauche, le milieu créateur français nous a fait du Messi avant l'heure, dans la conduite, la vivacité et les appuis, dans son allure générale et dans sa petite taille, Giresse avait peut-être un léger truc à la Léo Messi. Bon, je me devais de commencer cette vidéo par une petite explication, histoire de clarifier les choses et d'anticiper quelques commentaires un petit peu véhéments. Et puis, Messi ou pas Messi, maintenant vous êtes sur la vidéo donc c'est trop tard, je vous conseille de rester. Nous voilà pour le 112e épisode de Compte de foot. Voici l'équipe des Girondins de Bordeaux vers le début des années 70. Si au premier coup d'œil on pourrait se dire tous les joueurs ont l'air d'être des grands adultes avec la moustache et un début de calvitie, il y a tout de même un joueur qui détonne un petit peu. Alain Giresse, 18 ou 19 ans sur cette image, est l'un des plus jeunes joueurs de première division française. C'est un pur produit du département girondin. Né dans le pittoresque et magnifique village de Langoiran, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, le jeune Alain Giresse débute en première division en 1970, dans une équipe bordelaise qui joue les places européennes. Et puis il voit qu'il y a un jeune qui est dans l'équipe de CFA derrière, qui est pas mal. Et il me dit, il dit à mon père, bon, je le prends, il va venir avec les pros. Mon père, il est jeune, tout ça. Non, et ça y est, j'ai mis le pied, et puis je l'ai pu
tu ne l'as plus quitté. Juste pour information, à l'époque, Bordeaux se dispute la qualification en Coupe UEFA contre l'AC Ajaccio, le Racing Club de Paris, Angoulême ou les Crocodiles Nîmois, une ère du football bien différente. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup d'images disponibles d'Alain Giresse à ce moment-là, mais en gros, entre 70 et 78, Alain Giresse d'abord se révèle, puis devient le patron offensif des Girondins. Avec son gabarit de poche et son pied droit génial, le milieu offensif du Parc Lescure est facilement reconnaissable. Il organise le jeu à la baguette, c'est lui qui dicte le tempo du match. Même si Bordeaux galère en championnat et se bat même pour la relégation, le niveau d'Alain Giresse se démarque clairement sur la scène nationale. Il découvre même l'équipe de France en 1974. On est dans les années 70, les footballeurs ne sont pas transférés aussi rapidement qu'aujourd'hui, donc Giresse décide de toujours rester en Gironde, un choix plus qu'appréciable et qui va porter ses fruits. Et il y a ce lien, ça veut dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui, les jeunes de la région ont un tel attachement pour les Girondins par rapport à l'équipe première, par rapport au club, à l'image que le club donne. Et ça me dérange quelque part parce que ça, c'était aussi une force. En 1979, le nouveau président des Girondins, Claude Bèze, ancien trésorier du club et surtout richissime homme d'affaires, injecte des dizaines de millions de francs dans la restructuration des Girondins. Avec des transferts audacieux et des stars surtout pour entourer Alain Giresse, Bordeaux souhaite se rapprocher de Nantes ou de Saint-Étienne, les cadors du football français à l'époque. C'est là, clairement, que l'histoire et l'héritage de Giresse va finir par basculer. Dès la saison 79-80, Bordeaux se replace vers l'avant du classement, grâce notamment aux 12 buts inscrits par leur numéro 10 préféré. C'est la 6e fois en 7 ans qu'Alain Giresse marque plus de 10 buts en championnat, pas mal pour un milieu offensif dont le rôle principal n'est pas vraiment que de marquer des buts. 6e puis 3e de première division, la machine bordelaise s'est remise à l'endroit et se construit un effectif de plus en plus compétitif avec des Marius Trésor, des Jean Tigana, tout ça sous les ordres du grand Aimé Jacquet. Aimé Jacquet est venu comme entraîneur pour couronner un peu, pour couronner le tout, parce que c'est un homme de sérieux et d'application. Et je pense en plus, avec le noyau de joueurs qu'il a actuellement, tout est réuni pour que Bordeaux travaille dans la sérénité et fasse quelque chose. Nous voilà déjà en 1981. Alain Giresse va sortir une énorme saison avec la quinzaine de buts en championnat, toujours aussi complémentaire avec le numéro 9 Bernard Lacombe. Les Girondins solidifient leur nouveau statut de prétendant au titre, ils s'en rapprochent doucement, portés encore et toujours par le maestro. Mais surtout, Alain Giresse est repropulsé sur le devant de la scène un soir de mars 1981. En fait, depuis sa première sélection en 1974, Alain Giresse n'a disputé que 5 petits matchs avec l'équipe de France, car il avait sensiblement la même position et le même football que Platini. Sauf que pour ce match crucial contre les Pays-Bas, en vue du Mondial 82, Michel Hidalgo décide de rappeler Alain Giresse pour l'aligner comme titulaire. À partir de là, Giresse ne va plus du tout quitter l'équipe de France. Il joue contre la Belgique, l'Irlande et surtout les Pays-Bas, dans une double animation offensive avec Michel Platini. Le soir du fameux Oui Michel, Voilà, oui Michel, oui Michel. Le numéro 8 français combine toute la soirée avec Platini, la relation est née, les Bleus se qualifient in extremis pour la Coupe du Monde, une des soirées les plus fondatrices de l'histoire de l'équipe de France. Alain, est-ce que tu dirais que ce France-Pays-Bas du 18 novembre 1980 était un virage dans l'histoire de l'équipe de France? Oh combien plus qu'un virage. Effectivement, ça a été le socle. Ce match-là, il est un peu caché. Il est un peu caché par le titre à l'Euro, par France-Allemagne à Séville, etc. Mais son importance, elle est bien réelle. Après plusieurs changements tactiques, le sélectionneur Michel Hidalgo aligne lors du second tour du mondial contre l'Irlande du Nord un milieu de terrain ultra technique et porté vers l'offensive. Platini, Giresse, Bernard Gengini et Jean Tigana, c'est la naissance officielle du carré magique. Un petit match histoire de se mettre en jambes tous les quatre, avec au passage un doublé d'Alain Giresse, avant le fameux match du 8 juillet 1982. Pour la première demi-finale de Coupe du Monde de l'équipe de France depuis 1958, les Bleus affrontent la grande Allemagne de l'Ouest, qui fait clairement figure d'épouvantail. D'ailleurs, les Allemands ouvrent le score, mais Platini égalise sur penalty. Les outsiders français font plus que rivaliser avec les Allemands. Leur football de mouvement fait très mal aux adversaires. L'émotion
de jouer une demi-finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne. Déjà, on est en demi-finale et ça, c'est un sacré moment à vivre. Un sacré moment à vivre. Alain Giresse réalise un super match dans ce rôle de milieu relayeur, milieu offensif, aux côtés de Platini. Mais les Français manquent un petit peu d'adresse et de réussite face au but. Je vais pas revenir sur l'histoire de Schumacher et de Battiston. Tout le monde sait très bien ce qu'il s'est passé, ça fait toujours autant chier d'en parler. Donc on va plutôt aller en prolongation. Après une grosse domination française depuis l'heure de jeu, Marius Trésor débloque la situation pour les Bleus. L'équipe de France mène au score contre la RFA, complètement dépassée par la spontanéité du football tricolore. Et quelques minutes plus tard, alors que Didier Six est lancé sur le côté gauche, le ballon se retrouve dans les pieds d'un certain Alain Giresse. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Oui, en retrait pour Giresse. Oui, bien joué. Giresse qui marque le 3e but sur ce centre retrait. Je ne savais pas que sur le plan humain, on pouvait ressentir de telles sensations qui viennent du plus profond de soi avec un tel bonheur. Si les gens me demandent de leur décrire le bonheur, je vais dire à l'état pur, sans rien d'autre, sans être prévu, sans être calculé, c'est ça, c'est cette joie parce qu'elle est là, elle est comme ça, elle pète comme ça, comme au grand jour et c'est énorme, ça c'est énorme à vivre. La célébration de Giresse comme une délivrance, l'ivresse d'une potentielle première finale de Coupe du Monde, la France du football explose complètement sur le 3e but des Bleus. La suite, je ne vous la raconterai pas, je l'ai déjà suffisamment fait, je vous laisse aller voir la vidéo de Max sur le sujet. J'évoquerai simplement le tir au but réussi par Alain Giresse. Malgré cette défaite absolument cruelle et le sentiment d'injustice qui envahit tout le pays, la France est fière de son équipe, du football proposé et de ce jeu vraiment rafraîchissant. Le Carré Magique a bien failli sortir son meilleur tour lors de son premier spectacle, mais l'histoire est loin d'être finie. Le Quatuor joue un dernier match ensemble contre la Hongrie, mais l'arrivée en sélection d'un jeune et brillant Luis Fernandez à la fin de l'année 82 rabat complètement les cartes. L'ossature en 4-4 de losange reste la même, Fernandez prend la place de Dieng Jenny mais inverse les positions avec Jean Tigana. Le joueur du PSG jouera plutôt devant la défense, Tigana est repositionné comme relayeur récupérateur. Voici la nouvelle et la dernière version du Carré Magique. Platini, Tigana, Fernandez, Giresse. C'était fatalement un triangle, mais justement pour mieux reposer, il nous fallait un 4e. C'est comme si tu mets 3 pieds à une table. C'était le tabouret quoi. Vous étiez les fauteuils et lui c'était le tabouret. Voilà, donc il fallait quelqu'un pour faire le 4e, pour qu'il y ait une meilleure assise. C'est ça. Louis, allez. Alain Giresse conserve sa position, c'est devenu l'un des leaders de l'équipe de France, le collègue idéal pour Michel Platini dans l'animation offensive. Avec une défense toujours aussi solide, aucun but encaissé pendant 7 matchs consécutifs, la France attaque parfaitement l'Euro 84 avec 3 victoires en 3 matchs. Le football développé par l'équipe de France est juste magnifique, il y a des combinaisons de partout, le ballon vole du milieu vers l'attaque. Giresse en profite pour marquer une douceur de petit piqué. Vient ensuite le fameux match contre le Portugal, héroïque et légendaire, la victoire 3-2 au bout des prolongations, avant la grande finale contre l'Espagne. La France va remporter l'Euro à la maison au Parc des Princes, le premier gros trophée de son histoire. Alain Giresse rentre dans la légende de l'équipe de France. Alain Giresse était un super joueur, vif, avec une très bonne technique, qui jouait la tête droite et qui voyait absolument tout le jeu, qui comprenait tout le jeu et qui jouait pour l'équipe, comme il jouait aussi pour faire marquer des buts. Et il avait toutes les qualités nécessaires pour être un meneur de jeu, mais aussi un buteur à sa façon, avec son style, avec son gabarit. Il était au-dessus des autres. Voilà pour le retour au premier plan de Giresse dans le paysage footballistique français. Un merveilleux trophée collectif avec une ribambelle de distinctions individuelles. J'en ai pas encore parlé dans ce récit chronologique, mais Alain Giresse en 1982, après son merveilleux mondial et tout ce qu'il a fait pour Bordeaux, c'est, selon France Football, le meilleur footballeur français de l'année. Le Bordelais va même terminer 2e du Ballon d'Or et remporter le prestigieux trophée décerné par le journal L'Équipe du champion des champions français, le 3e footballeur après Coppa et Platini à recevoir la distinction. Tous les vieux supporters de Bordeaux se rappellent notamment de son match retour contre Split en 1982. Les Girondins l'emportent 4-0 à la maison, alors qu'ils avaient perdu 4-1 lors du match aller. Ce soir-là, Alain Giresse propose l'un de ses plus beaux festivals, une de ces soirées où le numéro 10 et capitaine bordelais jouait simplement son plus beau football. Après quasiment 15 ans chez les Girondins, en 84 et 85, le capitaine Giresse va remporter le championnat de France avec Bordeaux,
Une consécration pour le club et pour sa vedette qui n'a jamais succombé aux envies d'un transfert. Les sports, enfin avec cette bonne nouvelle pour les Bordelais, Alain Giresse, leur capitaine, reste finalement chez eux. Il n'ira pas à l'étranger. Je ne regrette rien du tout, je suis très libéré maintenant, je crois que je suis content d'avoir fait ce choix. Dans un décor tout droit venu des années 80, avec ce combo pull à carreaux colvés et polo bien flashy, Alain Giresse avait rassuré les supporters bordelais. Il va bien rester à l'escure pour remporter le titre le plus convoité dans l'Hexagone. Après des années à courir derrière le FC Nantes ou Monaco, Bordeaux réussit son plus beau pari. Giresse a bien terminé sa mission. L'année du deuxième titre en première division, les Girondins vont même jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe, on en parlait dans l'introduction. Un match retour exceptionnel à l'Escure où tous les ballons passaient par Giresse. La grande Juventus s'est faite bouger dans tous les sens. Bordeaux est passé tout près d'une finale historique. En 86, le club remporte aussi la Coupe de France contre l'OM. Pour le scénario, je vais pas vous faire un dessin. Le match est ultra serré, ça fait un but partout. On est à la 115e minute. Une finition parfaite suivie dès l'engagement d'un tacle bien appuyé, une action qui résume assez bien la panoplie de Giresse, la classe du toucher sublimée par le combat permanent. J'ai pas réussi à vérifier l'information, mais je crois que ce but est le dernier d'Alain Giresse avec Bordeaux. À l'été 86, il rejoint l'Olympique de Marseille pour le dernier grand défi de sa carrière. On est au tout début de la bagarre entre Claude Bèze et Bernard Tapie. Le nouveau président marseillais passe un petit message à son homologue bordelais. Alain Giresse rejoint la Canebière. Le nouveau milieu marseillais n'est plus tout jeune, il va sur ses 35 ans, mais ça ne l'empêche pas de briller avec l'OM, élu pour la 3e fois de sa carrière par France Football comme le meilleur footballeur français de l'année. Petite précision quand même, le classement n'inclut que les Français qui jouent dans l'Hexagone et pas dans un championnat étranger. On retiendra notamment de son passage à l'OM ce but contre Split en Coupe d'Europe, le petit slalom qui fait chavirer Jean-Michel et Thierry. Après 2 petites saisons à l'OM plutôt réussies, une finale de Coupe de France et une 2e place en championnat, Alain Giresse décide de raccrocher les crampons à 36 ans. La fin de carrière de Giresse en club c'est 1988, mais sa fin de carrière en sélection c'était quelques mois plus tôt, en 1986, après une nouvelle demi-finale contre l'Allemagne. La dernière danse du carré magique a eu lieu du côté du Mexique. Les 4 fantastiques de l'équipe de France vont débuter ensemble tous les matchs de la compétition. Contre l'Italie en 8e et le Brésil en quart de finale, les Bleus vont nous offrir des matchs historiques mémorables, des monuments, toujours dans l'ADN d'un football plein de spontanéité. Battu encore une fois par des Allemands plus réalistes, l'aventure d'Alain Giresse avec l'équipe de France s'arrête ici, un soir de juin 1986. Il est temps désormais de faire les comptes et de sortir la calculette pour bien comprendre l'immense carrière qu'a eu Alain Giresse. La figure emblématique des Girondins est tout simplement le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l'histoire du club, avec quasiment 600 matchs disputés pour 180 buts marqués. La phrase est toujours la même, pas mal pour un mec qui jouait plutôt comme numéro 10 organisateur. D'ailleurs, les statistiques de passe D n'étaient pas recensées à l'époque, mais autant vous dire que Giresse en a claqué pas mal, la vision du jeu comme qualité principale. Même si c'est toujours très compliqué et pas forcément utile de comparer les générations, on peut affirmer assez facilement qu'Alain Giresse a largement sa place dans le top 5 ou le top 10 des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue. Personne mieux que lui peut représenter ou incarner les Girondins de Bordeaux. C'est vraiment la personnalité des Girondins de Bordeaux qui marquera et dont le record n'est pas prêt d'être égalé, ni en longévité, ni en amitié. Voilà. D'ailleurs, à l'Euro l'on parle, il est toujours le 5e joueur le plus capé de l'histoire de notre championnat, et surtout le premier joueur de champ, avec presque 600 matchs disputés en première division. Voilà pour l'héritage laissé par le maestro bordelais, incontestablement la plus grande légende de l'histoire des Girondins, un enfant du pays qui a toujours tout donné pour le club. Sur le site des Girondins justement, on peut lire ces quelques mots qui résument presque tout. Dans la grande histoire du club, Gigi, tel qu'il a toujours été affectueusement surnommé dans sa région natale, est le numéro 1,
le monument, l'emblème, le symbole. On imagine quand même que l'image d'Alain Giresse avec un maillot de l'OM sur les épaules a dû faire bien suer les Bordelais à l'époque, mais c'est toujours mieux qu'un maillot de Gaulle volant, comme c'était le cas en 1982. Il n'y avait personne dans les buts, c'est Giresse que l'on verra tout à l'heure qui portait le maillot de gardien et jouait dans le champ, alors c'est tout à fait extravagant. Ça je veux dire que c'est à la fois une mascarade, un gag de la part des dirigeants bordelais. L'image paraît complètement lunaire, mais oui, Alain Giresse a bien joué gardien de but lors de la dernière journée du championnat 82, lors d'une défaite 6-0 contre les Nantais. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça me permet de mettre en avant cette équipe de France, 82, 84, 86, toute cette génération absolument géniale que je n'ai pas eu la chance de connaître. Mais quand j'entends et je vois comment nos parents et nos grands-parents en parlent à chaque fois, avec clairement des étoiles dans les yeux, je comprends un peu mieux à chaque fois l'importance de cette génération dans l'émergence du football tricolore. Ce milieu de terrain absolument génial, créatif, technique, ingénieux, combatif, ce Fernandez, Tigana, Platini et donc Alain Giresse a fait rêver des millions et des millions de Français. Le chef d'orchestre bordelais, l'enfant de la région, le capitaine du bateau girondin, petit par la taille, géant par le talent et l'héritage. Alain Giresse a bercé l'enfance, l'adolescence et la vie de très nombreux fans de football. À Bordeaux à l'époque et même parfois en équipe de France, la tactique était la suivante. On donne la balle au magicien, on regarde et on attend les yeux ébahis. Son meilleur tour de magie.